On ne peut pas sauver la faune sauvage en Afrique juste en faisant des chèques. Il faut commencer à regarder le système et à comprendre que le système ne marche pas depuis très longtemps et qu'il faut trouver les solutions. Je parle de certaines solutions qui marchent, mais qui sont des solutions à court terme, parce que tant qu'il n'y aura pas de solution politique, ce ne seront que des solutions à court terme. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Sortir des a priori sur la conservation animale en Afrique, c'est l'objectif que s'est fixé le photographe documentaire Guillaume Beaune avec Paradise Inc., un livre mais aussi un projet plus global visant à renouveler la réflexion sur l'écologie en Afrique de l'Est. Parcs nationaux et réserves privées alimentent depuis longtemps une imagerie romantique de la faune sauvage qui passe à côté de la réalité du terrain. En répondant aux questions de Yannick Le Guillanton, Guillaume Beaune raconte cette réalité et donne des pistes pour modifier la manière dont la gestion de la biodiversité en Afrique doit s'opérer pour qu'enfin elle puisse être efficace. Bonne écoute. Bonjour Guillaume Beaune. Bonjour Yannick. Merci de me recevoir à l'occasion de votre livre Paradise Inc., un livre qui a pour ambition de déconstruire nos idées reçues sur l'Afrique. Alors quand j'ai pris connaissance de votre biographie, vous vous présentez comme un photographe documentaire et non comme un photojournaliste, alors que vous avez sillonné l'Afrique pendant plus de 20 ans. Vous avez collaboré entre autres pour Vanity Fair, le New York Times ou The Economist sur des sujets aussi variés que la crise humanitaire au Darfour, les cas d'abus sexuels sur des enfants commis par des casques bleus en RDC ou le commerce de l'ivoire. Alors, est-ce que c'est parce que le documentaire, la photographie du temps long correspond plus à votre démarche ou parce que c'est aussi un genre que vous avez exploré comme réalisateur à l'occasion de plusieurs films ? En fait, je fais partie d'une génération où quand on voulait devenir photographe, on allait taper aux portes des magazines et des journaux, quoi. Enfin, c'est toujours comme ça que moi je le voyais. Et puis je suis passé par ICP, l'International School of Photography à New York, qui est toujours d'ailleurs une école qui insistait sur le fait d'avoir toujours des projets personnels, de fond et à long terme. Donc je pense que j'ai eu ça comme formation, c'est que j'ai toujours cherché à trouver des choses dans le temps où je pouvais rentrer vraiment au fond du sujet et pouvoir développer des choses et sortir des idées préconçues qu'on pouvait avoir sur le sujet que j'avais choisi. Donc oui, dans le livre, je m'appelle photographe documentaire, même si j'ai fait du journalisme pur, parce que c'est un livre qui m'a pris, je dirais, une vingtaine d'années entre le moment de la réflexion, le moment où je me rends compte que ce que je fais depuis pratiquement le début de ma carrière m'amène à ce livre, quoi. D'accord. Alors, j'ai parlé également de films. Vous avez réalisé plusieurs films, dont un avec Jean-Claude Luyan, dans lequel vous suivez Peter Bird en Afrique, à New York et à Paris. Je crois que c'est en 1996, me semble-t-il. Vous étiez à cette époque un jeune photographe. Comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce qu'il a été par ailleurs déterminant dans votre carrière ? Alors, je rencontre Peter en 1989. Je suis en terminale à l'école française, j'ai 18 ans, et je m'échappe en disant que je suis malade, et je vais au parc national de Nairobi parce que j'ai entendu dire que le gouvernement kényan allait brûler 40 tonnes d'ivoire, et c'est quelque chose qui m'interpellait, et donc j'y suis allé. Et ce que je vois en arrivant là-bas, c'était la presse internationale qui était arrivée du monde entier pour couvrir cet événement mondial, quoi. Et je rencontre Peter ce jour-là, qui était en train de faire des photos. Et je ne sais plus exactement comment on me le présente ou si je vais me présenter, mais en tout cas, voilà, la connexion se fait là. Et puis il me dit très rapidement, viens me voir à Oak Ranch, qui est son camp dans les faubourgs de Nairobi, son camp en tente. Et voilà, c'est un peu le début de ma connexion avec lui et de ce rapport un peu filial que j'ai eu avec lui. Et je dirais qu'on ne s'est plus quitté pendant quelques années et c'est lui qui m'a donné, par le biais de son travail et les livres qu'il avait fait,
une façon de comprendre l'Afrique plus en profondeur, quoi. Il a peut-être aussi participé quelque part à votre orientation, parce que vous le disiez, vous étiez en terminale. Je crois que vous avez fait après des études d'économie au Canada. Donc, les choses ont un peu maturé dans votre esprit entre-temps. Oui, alors, quand je le rencontre, donc j'étais en terminale, je voulais déjà devenir photographe. Je fais de l'économie, pas parce que j'avais envie d'en faire, c'est parce que je suis les conseils de mon père qui me dit va faire de l'économie et fais autre chose que de la photographie, ça te servira. Et lui, il voulait juste que je devienne pas photographe. Donc je me lance là-dedans, je fais de l'économie, de la politique internationale. Et puis finalement, c'est une longue histoire, ça se fait pas aussi simplement que ça. Finalement, j'arrive à entrer ou être accepté plutôt à l'International Center of Photography à New York en 1994. C'était une petite école à l'époque, c'était pas si renommé qu'aujourd'hui, mais mes professeurs étaient des professionnels, c'est-à-dire que c'était des photographes professionnels, c'était des éditeurs photo professionnels. Il y avait très peu de profs en fait, donc on avait tout de suite accès à la vérité de la profession, quoi. Et donc je rencontre Peter Beard, qui était le premier grand photographe que je rencontre, qui m'influence énormément sur l'Afrique. Et puis après j'ai eu des profs comme Marie-Hélène Marc, Gilles Pérez. C'était juste incroyable, quoi, d'avoir accès à ces gens-là. Je pense pas qu'on ait accès à ces gens-là aujourd'hui. Ouais, c'est plus compliqué. Il y a des workshops, il y a tout un tas de choses qui se font, mais effectivement, c'était peut-être plus simple. Alors, on parlait de Peter Beard, mais vos influences, elles sont peut-être plus africaines et nord-américaines qu'européennes, puisque vous êtes né et vous avez grandi en Afrique. On l'a dit, vous avez étudié la photo à l'ICP, mais vous faisiez également partie de l'expo Africa 21e siècle, photographie contemporaine africaine, exposée aux Rencontres d'Arles en 2021. Vos images, elles se sont donc construites avec ce double héritage et votre ascendance européenne également. Oui, alors je suis né à Madagascar, mais j'ai en partie grandi à Djibouti, mais j'ai surtout grandi et passé plus de la moitié de ma vie au Kenya, qui est un pays anglo-saxon. Et donc après avoir eu cette influence anglo-saxonne, c'est vrai que je me sentais pas forcément français, malgré que j'ai la nationalité française. Donc après à ICP, je suis resté connecté au monde anglo-saxon, et notamment je n'ai que travaillé pour la presse américaine et anglaise pendant toute ma carrière, quoi. Donc Africa 21e siècle, c'est un curateur anglais assez connu qui s'appelle Eko Eshun, qui avait en fait tapé à la porte de ma galerie à Nairobi et qui avait demandé si je voulais participer à son projet. Et quand il m'avait expliqué que son projet était une vision différente de l'Afrique d'aujourd'hui par le biais des photographes africains, j'avais trouvé ça intéressant, parce que je me disais, c'est pour une fois, c'est l'Afrique qui va parler d'elle-même, quoi. Et donc je lui avais évidemment tout de suite répondu positivement à son projet, et puis à la fin on s'était retrouvés à Arles dans une expo en 2021. Vous étiez sur la partie des villes, je crois. C'est ça. Il y avait plusieurs chapitres en fait dans l'exposition et dans le livre. C'est ça, j'avais fini un projet à l'époque qui était devenu un livre d'ailleurs, qui s'appelait Mosquito Coast Travels from Maputo to Mogadishu. C'était en fait, je voulais essayer de sauver une odeur de mon enfance. Quand je voyais la vitesse à laquelle l'Afrique de l'Est se développait, je trouvais que ça se développait tellement rapidement que je reconnaissais plus mon pays, le Kenya, ou tous les pays alentours. Et je m'étais dit, comment j'arrive à capturer quelque chose dans lequel j'ai grandi et qui ne sera plus là très rapidement. Et donc je m'étais dit, en fait, si je traverse toute l'Afrique de l'Est, toute la côte de l'Afrique de l'Est en montant du sud au nord, ça me permettra de comprendre d'abord l'invasion de l'Afrique par les pays coloniaux, et de comprendre l'Afrique de tous ces pays qui sont à des vitesses différentes, quoi. Donc voilà, ça avait commencé comme ça. Et donc j'avais commencé par le Mozambique, et puis j'étais remonté tout en haut jusqu'à Mogadishu en Somalie. Alors Guillaume, on se voit aujourd'hui pour parler de Paradise Inc., qui vient de sortir chez Emeria. Ce livre, c'est un plaidoyer pour la sauvegarde des espèces sauvages face à leur disparition annoncée. Un livre dans lequel les images viennent appuyer ce cri d'alerte. Qu'est-ce qui a présidé à sa conception ? C'est le texte ou c'est l'image ? En fait, la préservation de la faune sauvage en Afrique, c'est une thématique qui est très compliquée à expliquer d'une façon simple. Donc, je voulais, dans ce livre, d'abord poser des questions, et poser des questions le plus fort possible pour essayer de faire comprendre à tout le monde, enfin aux gens qui achètent le livre, que
la préservation en Afrique, en fait, elle fait partie du problème en ce moment, et que c'est un système qui est là depuis un certain nombre d'années et auquel on a donné beaucoup d'argent, et que les résultats sont très décevants, voire complètement inexistants. On ne peut pas réparer notre relation à la nature en juste donnant des chèques à des NGO qui prétendent vouloir sauver tout ça parce qu'elles ne le font pas. Donc je voulais expliquer ça, mais c'est pas aussi simple d'expliquer ça en photo, donc je voulais que les textes et les photos se parlent. Et donc il y a une espèce de pont qui se fait entre les photos et le texte, et je pense qu'on a réussi à mettre une danse de tout ça d'une façon intéressante. Il y a un bon tempo en tout cas, où on va regarder la photo et on va tout de suite regarder le texte ou le contraire. Et je pense que ça marche pas trop mal. Donc en termes de conception, ça s'est fait un peu en parallèle. Vous aviez l'idée en tête et vous l'avez illustrée avec les images en plongeant dans vos archives personnelles. Oui, alors il y a des archives personnelles, c'est vrai, parce que je me suis rendu compte en voulant faire ce livre qu'il y avait des choses que j'avais faites il y a très longtemps qui correspondaient à ce que j'essayais de dire encore aujourd'hui et qui étaient encore valides. Et puis j'ai commencé à faire d'autres photos après pour continuer le cheminement que finalement j'avais commencé il y a 20 ans, mais qui n'était pas tout à fait cristallisé. Donc j'ai amené le passé et le présent dans un livre en expliquant le changement de l'Afrique sur 20 ans par rapport à juste la conservation animale, et pour être plus précis, entre, je dirais, le conflit entre l'homme et la faune sauvage. Le conflit de l'homme et la faune sauvage, en gros, métaphoriquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'homme représente le progrès et le surdéveloppement qui est en train de se faire en Afrique, et la faune sauvage représente les vieux habitats africains avec justement sa faune qui y vit encore et qui a de moins en moins d'habitats et qui probablement se pose la question quand est-ce qu'ils vont nous trouver une solution avant qu'on disparaisse complètement, quoi. Alors on y vient justement. Dans cet ouvrage, vous remettez en cause notamment le modèle du parc naturel qui, selon vous, est aujourd'hui plus proche du zoo et crée des conflits entre l'homme et l'animal, notamment en raison d'une démographie galopante et une concurrence à la fois sur les espaces et les ressources. Il y a des images éloquentes à ce sujet. La ville de Maputo, par exemple, où l'on voit un carré de verdure face à une ville qui se déploie à l'infini, ou un troupeau de zèbres surplombé par un pont autoroutier. Dans quel contexte vous avez fait ces images ? En fait, l'image de Maputo dont vous parlez, on pourrait retrouver la même à Nairobi, où vous voyez d'une façon plus forte la frontière entre la ville de Nairobi qui s'arrête en face du parc national de Nairobi. Et d'un côté, vous avez la jungle de béton, et de l'autre côté, vous avez la jungle du parc national de Nairobi. Métaphoriquement, c'est ce qui se passe un peu partout dans toute l'Afrique. C'est-à-dire que les vieux habitats sont là et essayent de survivre à cette envolée d'urbanisme qui est malheureusement pas contrôlée et qui mange tout sur son passage, mais qui mange sans trouver de solution pour essayer d'avancer ensemble, quoi. Enfin, c'est surtout le problème que j'évoque dans le livre, c'est qu'à un moment, puisqu'on parlait des parcs nationaux, si on part du principe qu'un parc national a été complètement clôturé, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a encore des couloirs qui existent pour que les animaux passent d'un endroit à l'autre. Ça, on le voit dans votre bouquin d'ailleurs, en fait, des portes aussi avec des murs. C'est ça. Des choses très clôturées qui doivent être, je l'imagine, tout à proximité des habitations, des villes. C'est ça. Si un parc national est complètement clôturé, ça veut dire qu'on est dans un espace où l'écosystème naturel a complètement disparu. C'est un écosystème qu'on doit contrôler. Et si vous regardez le parc national, il est vert, verdoyant et il a des arbres. Et si on part du principe que les éléphants et les hommes ont le même problème, si vous laissez les éléphants dans ce parc national faire ce qu'ils ont à faire et ne pas réguler le nombre d'éléphants, ce parc deviendra un désert. Si vous regardez de l'autre côté de la clôture, là où les hommes vivent, c'est déjà un désert. Parce que les hommes ont coupé tous les arbres, parce qu'ils ont besoin de se chauffer et de cuisiner. Donc il n'y a plus rien d'un côté, et il y a encore tout de l'autre, mais sauf que l'autre, c'est clôturé. Ça veut dire laisser des zones aussi afin que les animaux puissent se déployer au-delà des parcs et pas les confiner dans une entité fermée. Alors, la beauté du Kenya, c'est que... la chance du Kenya, je dirais, mais la beauté pour les gens qui le visitent, c'est que tous les parcs ne sont pas clôturés au Kenya. La plupart des parcs sont en partie clôturés, mais ne sont pas complètement clôturés, ce qui n'est pas le cas d'un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple. Donc, on a l'impression d'être encore dans la vieille Afrique comme elle a toujours été. C'est-à-dire que les animaux se déplacent et ils se déplacent pour
soit chercher, si vous êtes un lion, chercher de nouvelles gazelles à chasser, ou si vous êtes une girafe, des nouveaux arbres où il y a de quoi manger. Ou si vous êtes des zèbres, des nouveaux pâturages. Donc, ce qui se passe, c'est que les parcs nationaux aujourd'hui sont beaucoup trop petits pour le nombre d'animaux qui s'y trouvent, et ces animaux ont besoin de sortir des parcs pour se nourrir. Donc, c'est là où le vrai conflit entre l'homme et la faune sauvage se passe, c'est que les endroits où les animaux vont se nourrir en dehors de parcs sont déjà plein d'humains, avec plein de constructions. Et donc, c'est là où le conflit se passe. Donc, vous avez une photo dans mon livre où vous voyez un lion qui est assis dans une carrière où les humains viennent chercher de la terre et des cailloux pour pouvoir construire des nouvelles maisons. C'est assez hallucinant de voir ça, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer une vraie réalité de ce qui se passe, pas juste les beaux clichés du paradis, justement. Alors, j'évoquais avec Almudena Romero, dans un épisode précédent, les jardins d'acclimatation qui sont liés au colonialisme, mais on ne pense pas forcément que les parcs naturels, donc ces grands espaces protégés, sont eux aussi liés à l'histoire coloniale. Dans quel contexte ont-ils été créés ? Un contexte très négatif, c'est-à-dire que on le dit pas suffisamment, on le dit d'ailleurs jamais. Les parcs nationaux, ils ont été créés à un moment où les coloniaux se rendent compte qu'ils ont tiré sur beaucoup de choses et ils ont abattu beaucoup de lions, beaucoup d'éléphants, beaucoup de rhinocéros. Et à un moment, ils se disent il faudrait peut-être qu'on crée quelque chose pour sauvegarder ces animaux. Et donc, on commence les parcs nationaux. Et ce qu'on oublie également de dire, c'est que les cueilleurs-chasseurs qui étaient là depuis bien avant que les Occidentaux arrivent, on leur dit au même moment, si vous venez dans ces parcs nationaux, vous êtes maintenant des braconniers. Alors qu'avant que les Occidentaux soient là, tout ça vivait finalement en coexistence, je dirais, parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais trop de lions, il n'y avait jamais trop d'éléphants, il n'y avait jamais trop de girafes. Tout le monde était content, quoi, entre guillemets. Bon, alors évidemment, il y avait moins de monde sur cette planète. Et aujourd'hui, la conservation animale, elle continue sur le même prémisse, c'est-à-dire que les parcs nationaux sont les mêmes parcs nationaux qu'on a créés à l'époque coloniale. Il y en a combien à peu près en Afrique ou en Afrique de l'Est, puisque c'est la région sur laquelle... Il y en a plein, c'est une bonne question, je me suis jamais penché sur le nombre, mais il y a ceux qui sont très connus et qui sont très visités par les touristes, et puis il y a ceux qui sont beaucoup moins connus. Ensuite, vous avez des parcs nationaux et vous avez des réserves. C'est deux entités différentes. C'est nuancé. D'ailleurs, je crois avoir lu dans votre livre que la gestion des réserves, qui est pour le coup privée, est plus durable que celle des parcs. Alors, il y a les réserves privées qui appartiennent en général des familles qui ont ces réserves, qui à une certaine époque n'étaient pas des réserves, qui étaient des fermes, et qui ont décidé de tourner ces fermes en réserves pour des idées romantiques, et où ils se disaient on a beaucoup de terrain, il y a de moins en moins de terrain, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer pour amener des rhinocéros, pour amener d'autres animaux, et faire partie de la conservation animale. Ensuite, il y a des parcs nationaux gouvernementaux, mais il y a des réserves aussi gouvernementales. Et tout ça est régi de façon différente par rapport au titre que vous avez. Les réserves privées dont je parle dans mon livre sont aujourd'hui beaucoup mieux gérées que les parcs nationaux ou tout ce qui est gouvernemental, et donc elles vont beaucoup mieux par rapport aux animaux qui s'y trouvent, parce qu'on met les fonds et on met le travail nécessaire pour que ça soit bien géré, et ça se passe plutôt pas mal. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont à un moment un problème de terre aussi, c'est qu'il y a moins d'habitat. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait après, quoi ? Quand ça va mieux, à un moment, on se retrouve en face d'un problème ok, ça va mieux, mais maintenant on n'a plus d'habitat parce qu'on a trop d'animaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, les parcs nationaux privés sont des très bonnes solutions en ce moment, mais juste en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire après ? Oui, le problème que vous soulevez aussi assez globalement, c'est une question de temps, parce que ces solutions, il faut les trouver quand même assez vite, puisque la biodiversité et le monde sauvage est en train de disparaître à vitesse grand V. Un rhinocéros, ça a besoin d'en gros 30 à 40 km² de territoire. Donc si vous laissez des rhinocéros dans un territoire qui est déjà à moitié clôturé, ils vont commencer à se combattre et à se tuer. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas laisser ça se faire. Donc le problème, c'est vraiment le problème de l'habitat. Il y a de moins en moins d'habitat parce que tout l'habitat a été pris par le progrès et donc les humains, et se retrouvent autour de tous ces parcs nationaux et de toutes ces réserves privées. Et la pression, on la sent quand on est à l'intérieur, quoi.
Mhm. Voilà. Alors, il y a un autre type de pression qui s'exerce sur l'Afrique. On parle beaucoup de l'exploitation des compagnies pétrolières et de l'impact de la mainmise de la Chine sur le continent africain. On touche ici à une forme de néocolonialisme. Ces questions, vous les évoquez, mais elles sont assez discrètes. Est-ce que c'était pour vous hors sujet d'en parler dans le livre ? C'est un autre débat, c'est un autre livre en lui-même. J'y touche très rapidement en faisant une légende là-dessus, en disant que oui, bien sûr, les Chinois sont au contrôle de l'Afrique aujourd'hui, mais je voulais pas faire tout un sujet là-dessus parce qu'il y a des livres qui ont été faits sur ça. Mais on peut pas ne pas l'évoquer dans le livre. Ce que je voulais surtout évoquer dans le livre, c'est vraiment, et j'insiste, même si je me répète un peu, c'est on ne peut pas sauver la faune sauvage en Afrique juste en faisant des chèques. Il faut commencer à regarder le système et à comprendre que le système ne marche pas depuis très longtemps et qu'il faut trouver les solutions. Je parle de certaines solutions qui marchent, mais qui sont des solutions à court terme, parce que tant qu'il n'y aura pas de solution politique, ce ne seront que des solutions à court terme. Donc on parlait tout à l'heure des garde-manger, entre guillemets, à l'extérieur des parcs, où les animaux ont besoin d'aller à l'extérieur des parcs pour se nourrir. Je connais une organisation et quelqu'un qui est derrière ça, qui loue des milliers et des milliers d'hectares aux Maasai en leur disant « Voilà, je vais vous louer tout ça si vous me promettez de ne pas mettre de clôture sur tous ces terrains qui vous appartiennent pour garder ces terrains le plus vierges possible pour que ces animaux puissent venir s'y nourrir. » Pour l'instant, ça marche, mais combien de temps ça va marcher ? Alors, malgré que ça marche, il a réussi pendant toutes ces années à sauver juste entre le parc national d'Amboseli et ces terrains-là un couloir de 800 mètres de long et de 85 mètres de large qui permet aux animaux dans cette partie du parc de sortir du parc. Quand ce couloir... C'est-à-dire, en fait, c'est un couloir entre au moins 2 parcelles. C'est un couloir entre 2 parcelles qui sont 2 fermes d'avocats. Le jour où ce couloir disparaît, eh ben, beaucoup d'animaux vont mourir et la coupure entre ce garde-manger vierge, entre guillemets, et le parc national d'Amboseli sera catastrophique. Alors, bien évidemment, vous parliez d'argent et c'est normal parce que c'est un problème important qui occupe l'Afrique. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une photo toute simple qui résume bien l'introduction du capitalisme jusque dans des zones très reculées. C'est la photo d'une hutte traditionnelle mais qui est fermée par un cadenas. Le Inc. de votre titre, que l'on pourrait traduire en français par Société Anonyme, est-ce que vous l'opposez aux codes vertueux, ancestraux des sociétés tribales dont vous venez de parler ? Je suis content que vous ayez aimé cette photo aussi, parce que pour moi, c'est une des photos les plus importantes du livre. C'est vraiment une photo qui se situe entre le passé et le présent. Donc la hutte, elle ressemble encore à une hutte, mais pas tout à fait, c'est plutôt une maison. Mais elle est encore construite comme une hutte, sauf qu'elle a une fenêtre qu'on peut fermer, une porte qu'on peut fermer, et la personne à qui la hutte appartient a mis un cadenas. Et elle est clôturée, en fait. Il y a un petit terrain, on l'imagine, derrière qui est clôturé. Et elle est clôturée. Et pas très loin de là, j'ai pris une autre photo d'une hutte encore traditionnelle, où vous avez une femme à l'intérieur qui pose, c'est un portrait, et cette hutte n'a pas du tout de porte, n'a pas du tout de cadenas, n'a pas du tout de fenêtre, et est encore ronde, et ressemble à une vraie hutte, ce qu'elle est. Et c'est fait à, je dirais, une demi-heure de route de là. Et ce que je voulais montrer, c'est, avec cette photo, avec le cadenas, c'est cette avancée douce, mais forte du progrès qui s'installe et qui change tout sur son passage. Les vraies huttes où les gens qui vivaient de façon traditionnelle vivent en communauté, donc se font confiance, vivent sur la confiance et sont là pour s'entraider et pour vivre ensemble. Et la hutte avec le cadenas, eh ben, c'est déjà une transformation, un espèce de capitalisme où on ne se fait plus confiance et on veut garder ce qu'on a et ce qui nous appartient à nous et pas le partager. Alors, vous parliez à l'instant des sociétés traditionnelles. Dans la préface du livre, Ezekiel Ole Katato, un sage Maasai du Kenya, remet en cause les grandes organisations de protection de l'environnement. Et vous reprenez, vous aussi, cette thèse. Pourtant, ces organisations, elles ont quand même l'avantage de faire vivre le sujet, de jouer un rôle d'observatoire. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes soutenu par une fondation pour ce livre. Oui, alors la fondation pour laquelle je suis soutenu, c'est une fondation qui donne de l'argent pour des projets comme le mien, mais c'est pas une fondation qui fait des choses, qui a les pieds sur le terrain africain et qui investit sur le terrain africain. C'est une fondation qui regarde les projets qu'on lui propose et qui regarde ce qui a du sens.
Par contre, ce que Ézéchiel dit, et sur lequel on se retrouve tous les deux, c'est que les grands usual suspects, comme on pourrait dire, qui sont des noms très connus, ou moins d'ailleurs, qui reçoivent beaucoup de fonds chaque année pour la préservation de la faune sauvage, je dirais aujourd'hui font partie du problème. Pourquoi ils font partie du problème ? Parce qu'ils sont les garants que le système continue. Le système, c'est quoi ? C'est Paradise Inc., c'est la sauvegarde du paradis. Mais la sauvegarde du paradis engendre beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est un business. Donc, comme tous les business, il faut qu'il y ait des profits. Et malheureusement, je trouve qu'on ne se pose pas suffisamment de questions et que le moment est arrivé de faire un constat et de regarder un peu en arrière et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a exactement sauvé depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans ? Regardons le nombre d'argent qui a été investi pour justement la sauvegarde de la faune sauvage et faisons le total des deux et regardons le résultat. Et le résultat, il n'est pas bon. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si ces organisations n'existaient pas, ce serait peut-être pire ? Mais c'est comme tout, vous savez, quand ces organisations ont été créées à une époque, elles faisaient du bon travail. Parce qu'elles étaient, à l'époque, elles étaient undercurrent, underculture. C'était ceux qui poussaient les murs pour les changements de l'époque. Aujourd'hui, ces organisations sont devenues des grosses organisations qui font partie du système, mais qui ne se battent pas contre le système. Donc, je pense qu'à un moment, comme dans l'histoire du monde, il faut se réveiller et dire les choses comme elles sont. Puisqu'on fait partie du système, on ne se rend pas compte qu'en fait, on fait partie du problème. Ce livre, quelque part, j'espère, il explique d'une façon simple des problèmes compliqués qui vont pouvoir aider les gens à comprendre que c'est pas parce que vous êtes une grande organisation avec un nom qu'on reconnaît qu'il faut leur donner de l'argent, parce que il faudrait qu'on essaye de comprendre d'abord comment cet argent va être utilisé. Donc vous conseillez aux gens qui font leur chèque en fin d'année à réfléchir véritablement à qui ils vont donner leur argent. Absolument. À regarder peut-être les programmes et les initiatives qui ont été prises. Je sais que c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui de trouver qui fait quoi, qui dit quoi et si c'est vrai ou pas vrai. On est dans le phénomène du fake news et on ne sait plus quelle est la vérité finalement, on s'y perd rapidement. C'est du vrai travail d'essayer de trouver à qui il faut donner son argent, mais ça vaut le coup de le faire, parce que sinon votre argent sera utilisé pour rien, quoi. Ces données, ça devient du vent, quoi. Alors dans le bouquin, il y a une autre partie qui est un peu en rupture, si je puis dire. C'est un chapitre qui s'intitule Warriors. Ce chapitre, c'est un peu votre galerie des héros, protecteurs de parcs ou de réserves. On les voit en action dans de nombreuses images du livre, mais ici, vos prises de vue, elles sont totalement différentes. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Oui, alors les Warriors, le chapitre Warriors, c'est effectivement un hommage à tous ces gens qui dédient leur vie à la cause et à la sauvegarde de la faune sauvage. 150 gardes-chasse meurent chaque année dans des conditions, dans ces conditions-là, dans les conditions de leur travail. Selon si vous travaillez au Congo ou si vous travaillez au Kenya, c'est des conditions différentes, parce qu'au Kenya, ceux que j'ai photographiés sont bien entraînés, sont bien payés, ils sont fiers de faire leur travail. Au Congo, malheureusement, qui est un pays qui est plus ou moins en guerre civile avec lui-même depuis 1997, c'est pas le cas. Ils sont mal payés, mal considérés. Donc des fois, ils sont aussi eux-mêmes les braconniers parce qu'ils sont obligés de le faire parce qu'on les paye pas. Oui, voilà, chose importante quand même que vous dites, c'est que 150 gardes-chasse, rangers perdent la vie chaque année, mais ils sont pas victimes des animaux, ils sont victimes de la mafia et des braconneurs. Ah oui, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une guerre. Et si on n'est pas préparé du côté de ceux qui essaient de les sauver de la même façon que du côté de ceux qui essaient de les tuer, la guerre, elle est vite pliée, quoi. Heureusement, au Kenya, les réserves privées où je photographie les braconniers sont bien entraînés et bien payés, donc ils sont très fiers de ce qu'ils font et donc ils sont en train plutôt de gagner la partie, je dirais. Mais dans des pays comme le Congo, c'est pas le cas. Tous les rhinocéros, dans le parc national de la Garamba, tous les rhinocéros n'existent plus. Les braconniers, évidemment, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est l'ivoire. C'est ça l'or des parcs africains. Oui, l'ivoire. Alors, je voudrais faire une aparté là-dessus. C'est que toutes les organisations dont vous parlez tout à l'heure continuent à dire haut et fort, parce que c'est plus simple de lever des fonds là-dessus, en disant voilà, la faute, c'est toujours à cause des braconniers et à cause des chasseurs professionnels.
Oui, c'est un problème, mais c'est un problème qui est minimal par rapport à l'habitat qui est en train de disparaître. Le vrai problème, c'est le progrès. Le vrai problème, c'est plus de monde et moins d'habitat, parce que plus de monde a besoin de plus d'habitat. Donc le braconnage et la chasse professionnelle, c'est un vrai problème, mais c'est un problème à l'échelle de ce que je décris qui est plus petit. Par contre, c'est plus facile d'obtenir des fonds en disant que la faune sauvage est en train d'être tuée par le braconnage. Je vous donne un exemple très très concret. Il y a 10 ans, dans un endroit du Kenya, on perdait 100 éléphants et on retrouvait 100 carcasses sans ivoire. Aujourd'hui, on retrouve toujours 100 carcasses, mais avec l'ivoire. Pourquoi ? Parce que ces éléphants ont été tués en revanche par rapport à toutes les petites fermes qu'ils ont envahies et détruites, et les gens ne peuvent plus et en ont ras-le-bol, donc ils chassent l'éléphant et le tuent avec des saguets. Donc, quand on arrive à endiguer un problème, il y en a un nouveau qui se met en place, et le nouveau aujourd'hui, c'est clairement la surpopulation et les habitats qui se sont réduits, puisque ces habitats sont les mêmes pour les éléphants et les êtres humains. Je reviens un instant à cette question sur les gardes-chasse. Pourquoi avez-vous aussi choisi une véritable rupture d'un point de vue photographique avec les autres images qu'on peut découvrir dans le livre ? En fait, ça s'est un peu imposé par lui-même. Quand j'ai décidé de faire ces portraits, donc c'est une série de portraits dans un studio extérieur avec des lampes, je photographie ces gardes forestiers juste avant qu'ils partent en opération anti-braconnage, juste avant la fin de l'après-midi, donc début de la nuit. Et ils sont donc en tenue camouflage, mais ils sont plus que ça, ils sont en tenue camouflage où ils vont utiliser des branches qui vont se mettre autour d'eux. C'est une espèce de création artistique pour être encore mieux camouflé que ce qu'il n'était déjà. Et donc, ça devient des espèces de sculptures, ça devient un peu des sculptures, et je voulais montrer ce côté artistique que ces gardes forestiers ont à vouloir s'auto-préserver en s'auto-camouflant encore plus que juste par le biais de leurs habits camouflés. Voilà. Alors Guillaume, je le disais, et on l'a compris, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous amorcez cependant des réponses. Vous vous demandez si l'émergence d'un monde multipolaire pourrait susciter l'espoir d'une idéologie pour la coexistence de toutes les espèces. Qui pourrait y participer ? Quels exemples pourrions-nous évoquer ? On se projette, alors on le comprend, ici dans une réflexion globale, avec à la fois des acteurs locaux et internationaux. On comprend assez vite la complexité de cette entreprise. Pensez-vous que ce soit vraiment réalisable, et surtout dans un temps assez court, puisque cette biodiversité, ce monde sauvage est en train de se réduire à peau de chagrin en un espace-temps très très court ? Ce qui est sûr, c'est que quand on se pose la question, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se la poser, quand je dis on, le système se pose la question, ok, est-ce qu'on a réussi à sauver quoi que ce soit, et qu'il décide très honnêtement de se dire on n'a rien sauvé, ils vont peut-être se rendre compte que la solution, elle vient des gens qui savent de quoi ils parlent. Les gens qui savent de quoi ils parlent, ce sont les gens qui vivent sur le terrain, ce sont les gens qui vivent en osmose avec la faune sauvage et l'habitat dans lequel ces deux vivent depuis très longtemps. Et c'est eux qui ont besoin de venir aussi à la table des négociations et à partager leur savoir-faire et à donner des solutions qui seraient plus utiles que à tous les experts qui viennent de Washington, Paris, Londres ou Nairobi, même la ville de Nairobi, qui sont complètement déconnectés de ces réalités et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, un début d'un changement, ce serait peut-être d'amener les Maasai aux tables de négociation parce qu'ils ont quelque chose à dire. Mais on ne les a jamais écoutés parce qu'on n'est pas intéressé par ce qu'ils ont à dire. Et les Maasai, d'ailleurs, ne sont pas non plus opposés au progrès. Vous évoquiez le mot de progrès tout à l'heure, mais parce qu'on peut avoir une idée assez simpliste des choses en se disant qu'il y a à la fois une vie tribale et une vie urbaine et qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Mais là, en l'occurrence, il faut réussir à concilier tout le monde. Les Maasai, ils existent encore parce qu'ils ont réussi à être suffisamment intelligents pour conserver les bonnes parties de leur tradition tout en évoluant avec le temps. Et donc, ils continuent à avoir un espèce de pouvoir culturel, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur culture intacte
en faisant en sorte que leur culture évolue aussi avec le temps. Donc, ils vivent encore, beaucoup de Maasai vivent encore d'une façon traditionnelle, qui est basée principalement sur leur bétail et ce que leur bétail va apporter à la communauté. Donc, dans des endroits comme l'écosystème du Serengeti, qui touche d'ailleurs le Masai Mara, le Serengeti qui se trouve en Tanzanie, en ce moment, vous avez le gouvernement tanzanien qui essaie de forcer, qui force manu militairement les Maasai en dehors de cet écosystème, en leur disant on ne vous autorise plus à vivre là parce que vous êtes en train de détruire l'écosystème du Serengeti. C'est une blague. Pour la conservation, on va virer les gens qui, en fait, font partie de ce que le Serengeti est aujourd'hui, c'est-à-dire encore un endroit naturel où la faune sauvage vit très bien. Donc le message, c'est de ne pas mépriser, évidemment, toutes ces populations qui vivent en adéquation avec la nature et leur donner plus de place. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on est en 2024 et qu'en 2024, vous ayez un gouvernement en Afrique qui en fait emploie les mêmes méthodes que les gouvernements coloniaux quand ils sont arrivés en Afrique. C'est-à-dire que les cueilleurs-chasseurs, on vous met d'un côté, et si vous rentrez ici, vous devenez des braconniers. C'est un peu ça, le système encore sur lequel on fonctionne. Ce serait peut-être temps, on a eu le temps quand même de se poser les questions. Pourquoi on ne s'est pas posé ces questions-là ? C'est ça que moi je me demande dans mon livre. Et comme on parlait d'une population grandissante, peut-être aussi message d'espoir que la solution, elle viendra des jeunes générations, comme c'est le cas en Europe, en Amérique du Nord, où ce sont les jeunes en fait qui s'emparent vraiment de ces questions. Alors, Ezekiel Ole Katato, qui est ce sage Maasai qui a participé à mon livre en écrivant une préface très belle et profonde et très intéressante, il a monté une petite organisation où il essaye justement d'inculquer aux jeunes générations Maasai le fait que les Maasai ont toujours vécu en coexistence avec les animaux. Et il a commencé ça parce qu'il pense que le problème devient tellement grand qu'il faut faire de l'éducation même chez les Maasai. Et pourquoi faire de l'éducation chez les Maasai ? Parce que les Maasai deviennent modernes aussi et qu'ils sont en train d'avoir un problème par rapport à leur propre tradition. Donc lui fait ça de son côté, donc c'est bien qu'il le fasse. En ce qui concerne les générations occidentales, qui sont quand même plus au fait de tout ce qui est problème d'environnement dans le monde, c'est formidable parce que tout d'un coup, vous avez des jeunes qui mettent une pression qui vient d'en bas et qui va vers le haut et qui rend tous les politiciens un peu bêtes finalement, parce que les politiciens n'aiment pas qu'on leur mette un miroir devant le nez. Et parce qu'en fait, on se rend compte que les politiciens ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils ne sont juste pas au fait de ces problématiques-là et qu'on les conseille très mal. Moi, ce que j'ai un peu peur avec les nouvelles générations occidentales, en tout cas, c'est que ce que j'entends à la télé ou à la radio ou un peu partout, ou ce que je lis, c'est qu'ils demandent plus d'argent. Or, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas donner plus d'argent avant qu'on ait trouvé un nouveau système. Donc, comme je le disais, on ne va pas réparer notre relation à la nature en donnant plus d'argent. Il faut comprendre ce qu'on doit faire, d'abord, plutôt que de mettre plus d'argent. Donc c'est ça où j'ai un peu peur. Je me dis, les nouvelles générations, elles ont cette envie de changer les choses. Je suis heureux que ça se produise, mais ils ont besoin qu'on leur prenne la main et qu'on leur explique, quoi. Bon, je voulais conclure sur une note d'espoir, donc elle est en demi-teinte, malgré tout. Merci Guillaume Beaune. On a survolé donc quelques axes de votre livre. Pour en savoir plus sur le sujet, on peut donc consulter Paradise Inc. et aussi voir d'autres images toujours en connexion avec l'Afrique sur votre site www.guillaumebone.com. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des messages et des étoiles sur vos plateformes préférées. Et on se retrouve bientôt avec Tina Méandon qui expose son travail animal au carreau de Cergy jusqu'au 29 décembre dans le cadre du Festival du Regard.